Nous sommes le jeudi 25 septembre. Voici à la une. Bon jeudi, bienvenue à l'émission. Mathieu Bellumeur au microphone. Content de vous retrouver encore ce matin. Merci d'être des nôtres. Aujourd'hui, on va revenir ensemble avec Jean-Philippe Robillard dans les prochaines minutes sur ces négociations ou enfin ces non-négociations, ces tensions, certainement, c'est ce qu'on peut dire entre le gouvernement et les fédérations de médecins au Québec, les spécialistes et les omnipraticiens. On a entendu le premier ministre hier dire « assez, c'est assez ». Donc, on sait que le gouvernement n'écarte pas une loi spéciale. Possible médiation, réaction également des fédérations de médecins qui, on le sait, ont augmenté leurs moyens de pression, privant des étudiants en médecine d'enseignement. On va refaire donc le tour de ce dossier au cours des prochaines minutes avec le collègue Jean-Philippe Robillard. Sinon, déjà autour de la table avec moi à cette heure-ci, Julie Jasmine, Olivier et Véronique. Bonjour à vous trois. Bonjour. On va se parler tout à l'heure, Julie Jasmine, de Apple TV+, qui a décidé de reporter la diffusion d'une série qui devait donc être lancée ces jours-ci. Demain. C'était très, très attendu, l'une des séries les plus attendues, en fait, je dirais, de la saison de l'automne. Pourquoi? Parce qu'on parle d'attaques terroristes internes par des groupes extrémistes. Alors, c'est le sujet de la série. C'est le sujet de la série. C'est Jessica Chastain qui infiltre des groupes suprémacistes blancs. Et bon, Apple TV n'a pas donné de grands détails, mais c'est sûr qu'avec ce qui s'est passé dans l'actualité, l'assassinat de Charlie Kirk, donc évidemment, on revient là-dessus parce qu'on a décidé littéralement de repousser pour l'instant. Parfait. On va y revenir dans les prochaines minutes et d'autres actualités culturelles avec vous. Tiens, parlons sport tout de suite avec Olivier Pellerin. La région de Montréal qui connaît maintenant le nom et les couleurs de son 3e club professionnel de soccer. Pas mal de soccer à se mettre sous la dent. Oui, beaucoup. Ce sera un club qui sera un peu dans l'antichambre de la MLS, si on veut. Cette première ligue canadienne, cette PLC, verra l'arrivée d'une première équipe québécoise, le FC Supra du Québec, et non pas de Montréal ou de Laval, parce que l'équipe évoluera à Laval dans le stade des Roses de Montréal, le stade Boréal. Pourquoi du Québec? Parce que le projet de cette équipe qui a été fondée par Rocco Placentino, un ancien joueur de l'Impact de Montréal, c'est de mettre de l'avant le talent québécois, mettre en vitrine les joueurs qui peuvent peut-être se trouver un poste dans les grandes ligues professionnelles. On l'a vu dans le passé avec le CS Saint-Laurent, équipe pour laquelle travaillait justement Rocco Placentino. Des joueurs comme Ismaël Koné, comme Moïse Bombito, des joueurs qui se sont fait un chemin non seulement avec l'équipe nationale, mais par la suite dans des grandes ligues internationales. Donc, c'est un peu le but de ce projet, de mettre en vitrine donc ce talent québécois. Pourquoi le Supra? Parce que le Supra a déjà existé à Montréal au tournant à la fin des années 80, début 90. Elle évoluait justement encore dans une ligue canadienne. Et donc, c'est cette espèce de nostalgie qui a poussé Rocco Placentino et les investisseurs à se diriger vers le FC Supra. On peut d'ailleurs écouter Rocco Placentino. Quand j'étais jeune, j'étais parmi un des partisans à Centre Claude Biard avec mon père et mon frère. Les couleurs, moi, les Canadiens de Montréal, pour moi, c'est le bleu, blanc, rouge. Le Supra, c'était la même chose. Et en plus, c'était une équipe qui a joué dans le CSL, les Canadiens, et c'était parmi beaucoup de joueurs de communauté. Alors, notre projet, c'est vraiment la même chose. C'est des joueurs du Québec qui vont jouer dans cette équipe-là. Alors, c'est plus ou moins la raison pour laquelle on a dit le Supra. Un peu de nostalgie dans le choix de ce nom-là. Oui, beaucoup. Et ce que j'aime aussi, c'est cette idée de projet qui rassemble tout le monde aussi. L'inclusivité de l'équipe, de mettre de l'avant le talent québécois, peu importe la couleur, peu importe les origines. Donc ça aussi, c'est très intéressant. Première saison dès 2026 au stade Boréal, avec beaucoup de points d'interrogation, mais d'intérêt, je pense, pour la communauté soccer qui avait, oui, le CF Montréal, mais peut-être maintenant une nouvelle avenue, peut-être plus près aussi. Le fait que ce soit à Laval, ça va toucher aussi la couronne nord de Montréal. Donc peut-être qu'il y aura plus d'intérêt aussi pour ça. La boxeuse Kim Clavel met la dernière touche à sa préparation en vue de son combat de championnat du monde ce samedi à Montréal. Parce qu'elle se battra justement en championnat du monde au Théâtre Saint-Denis contre Sol Koudos, un combat qui sera très important pour elle. Elle a parlé d'un combat qui allait relancer sa carrière avec un rêve hier, disait-elle, d'unifier les titres dans sa catégorie. Et elle est fin prête. On la sentait d'attaque. Elle avait un entraînement public et des conférences de presse hier au centre Claude Robillard. Elle se dit prête pour ce prochain combat. On l'écoute. J'ai très hâte d'y retourner. Je me sens pas rouillée du tout. J'ai mis du gigolo en masse tout l'été. Fait que je suis sharp, je suis rapide, je suis smart. Je sais que j'ai les habilités
been there, done that un peu. Tu sais, je commence à avoir une certaine expérience. Je prends jamais rien pour acquis. Je sais que je suis pas invincible, mais je sais que je suis une fille qui va toujours être dure à battre parce que dans un ring, je suis persévérante, je suis travaillante, j'ai une bonne équipe aussi autour de moi. Puis samedi, c'est à moi de livrer la marchandise. Confiante. Un bon mental. On espère que le gigolo, d'ailleurs, va lui permettre de glisser sous les coups de son adversaire. C'est ça. Bon, un mauvais jeu de mots, désolé. Et sinon, sur cette carte, il y aura une autre Québécoise, Tamara Thibault, qui, elle, affrontera l'Italienne Cristina Mazzotta. Ça a été une grosse année pour elle de transition de la boxe amateur à la boxe professionnelle. Elle a déjà fait ses premiers pas avec le groupe MVP, le groupe de Jake Paul, cet influenceur qu'on a vu combattre dans le ring contre Mike Tyson. Une année importante et surtout un gala intéressant qui sera à la maison aussi. On l'écoute. J'ai aucune pression. Honnêtement, là, surtout dans la dernière année, j'ai grandi beaucoup en tant que personne, puis j'ai réappris à aimer mon sport, puis savoir les raisons pourquoi moi je le fais. Et puis moi, revenir à la maison, être devant mon monde, ça me donne beaucoup de courage, ça me donne beaucoup de joie. Ben voilà, ce gala, donc, c'est samedi à Montréal. Oui, exactement. Merci beaucoup, Olivier. Un plaisir. Bonne journée. Véronique, de la pluie aujourd'hui et rapidement le retour du soleil quand même dès demain. Hein? Oui, bien demain, on va être en journée de transition et on s'en va vers une belle fin de semaine. Et là, 25 dimanche. Oui, c'est ça. 25 Avec, degrés dimanche. Ressenti quoi, peut-être même un peu plus? Ou... Ressenti autour de 30. Indice humidex, une journée 30. d'été. Dernier humidex en moyenne sur le sud du Québec, 21 septembre à Montréal. Bon, c'est sûr que le record, ça va au mois d'octobre. Là. Ouais. On avait eu une sensation pareille le 25 octobre en 2022. Mais quand même, c'est pour dire que oui, c'est l'automne, là, mais on ne le sent pas beaucoup jusqu'à présent. Aujourd'hui, peut-être que vous allez trouver que ça perd un peu plus là, dans la journée, disons la plus maussade. Ça commence tranquillement. Ça va, disons, se dessiner de façon plus régulière à partir de 6-7 heures ce matin. On aura des précipitations quand même assez soutenues là, en fin d'avant-midi jusqu'en milieu d'après-midi. Par la suite, ça va diminuer beaucoup en termes d'intensité. 10-15 mm, c'est la fourchette, peut-être un peu plus au nord du Saint-Laurent, avec des températures de 18-20 degrés. L'air est quand même très humide. C'est déjà presque ce qu'il fait à cette heure-ci. On a 17 au centre-ville. Ça varie entre 12 et 16 degrés ce matin, les températures sur le sud du Québec. Les averses s'estompent graduellement fin de journée, soirée. Les minimums demeurent élevés, 14 à 16 degrés la nuit prochaine. Et là, demain, vendredi, oui, amélioration. Les nuages sont encore présents. Ça deviendra variable en cours de journée. Les secteurs plus au nord en premier. Dégagement qui va se faire un peu plus tard vers le sud, entre autres pour l'Estrie. Ça va rester nuageux un petit peu plus longtemps. Probabilité d'averse 30-40 % demain. Vent du sud-ouest, température 20-22. Et beau temps en fin de semaine. Beau temps en fin de semaine et en début de semaine prochaine. Lumineux, ensoleillé, de belles conditions qui se réinstallent encore à nouveau. On sera près de 19-20 degrés samedi. On garde ça jusqu'à l'Halloween, moi je suis d'accord. Ah oui, hein? Le 1er novembre, ça peut changer. C'est ça. Ben, dans la prévision saisonnière, on dit que la transition en novembre, la cassure va être assez rapide, mais vers la fin novembre seulement. Alors, on a encore du temps. On s'en reparlera. D'ici là, il y a amélioration du côté de l'Abitibi. Aujourd'hui, il fera quand même jusqu'à 23 sous un ciel variable. Ça s'ennuage pour le Saguenay, le Lac-Saint-Jean, le Bas-Saint-Laurent. Les précipitations commencent en après-midi, fin de journée. Il va pleuvoir cette nuit. Ça va se redégager demain. La Gaspésie, la Côte-Nord, sous le soleil, 15 à 21 degrés. La pluie commence cette nuit. Ça se poursuivra demain. En territoire ontarien, amélioration sur la portion nord. Ça reste nuageux vers le centre, le sud, Toronto, Windsor surtout, autour de 23 degrés. Les averses sont présentes à Ottawa ce matin. Cet après-midi, ce sera presque chose du passé. 15 à 25 mm pour Ottawa aussi. Dans l'ouest, nuageux à Vancouver aujourd'hui, 17 degrés, probabilité d'averse 30-40 %, alors que dans les prairies, on maintient le beau temps. Les températures varient partout entre 18 et 23 degrés. Il y a encore du temps chaud à venir de ce côté-là. Alors, des conditions estivales qui ne sont pas terminé. Véronique, qui ne manque à peu près jamais une journée de travail. Elle ne sera pas là demain. Je me permets de souhaiter un bon voyage. Vous partez à Paris. À Paris ce soir, effectivement, pour quelques jours. Vous avez votre passeport en main, là? Si je vous dis pas encore, vous allez me dire quoi? Bonne chance. Dépêchez-vous, hein? C'est ce que je vais faire à partir de 8h30 ce matin. Je vais faire la file. Oui, un broglio de dernière minute, quand même. Ben, j'espère que vous allez partir. Au pire, si on vous entend demain, on comprendra. On va gérer tout ça. En principe, on sortira les bérets pour la garder dans le thème Paris. En principe, je vous retrouve le 1er octobre. OK. En principe. En principe. Bon voyage. Ben, merci. Merci, Véronique.
À la une des quotidiens maintenant ce matin, on va commencer par La Presse Plus qui parle de l'Estrie, une situation en Estrie, même quartier, même symptômes, raconte l'histoire d'une vingtaine de personnes qui ont vécu à la même époque dans le même quartier et qui ont développé des maladies rares ou neurologiques aux symptômes similaires. C'est ce que révèle une enquête de La Presse. Le plus souvent, ces maladies, la sclérose en plaques. Une cause commune se profile-t-elle derrière tous ces cas, se demandent des résidents. Ça recoupe un peu des articles la semaine dernière, si je ne me trompe pas, du Journal de Montréal, Journal de Québec, sur des cas de SLA dans la région de Charlevoix. Donc, La Presse qui rencontre plusieurs personnes qui témoignent effectivement avoir vécu dans un quartier de Windsor en Estrie, qu'on appelle le quartier des Avenues. Et ces gens-là ont développé, bien des personnes dans ces quartiers ont développé des maladies rares aux symptômes donc similaires. C'est ce que révèle La Presse. Est-ce qu'il pourrait y avoir, il y a une usine de pâte et papier dans le secteur, est-ce que ça pourrait être des éléments polluants qui sont en cause? Bien difficile de le dire. Même la santé publique estime qu'effectivement, il y a de quoi l'enquêter, mais que ça risque d'être difficile d'obtenir des réponses hors de tout doute. Donc, plusieurs témoignages et des histoires qui se ressemblent. Des gens qui se demandent effectivement, est-ce qu'il y a quelque chose dans l'environnement, dans le quartier, qui fait en sorte que tous ces gens-là auraient pu être malades. Donc, enquête à lire dans La Presse Plus de ce matin, qui nous apprend également que François Legault, le premier ministre du Québec, va mettre la hache dans sa réforme du régime forestier. C'est sous la plume de Charles Lecavalier qui écrit que François Legault doit annoncer aujourd'hui qu'il doit mettre de côté le fameux projet de loi 97 sur la réforme du régime forestier, qui, on le sait, avait suscité toute une levée de boucliers chez des experts, des environnementalistes, des élus également des Premières Nations, des élus municipaux. Selon les informations obtenues par La Presse, cette décision sera communiquée dans un discours que le premier ministre va prononcer devant les maires de la Fédération québécoise des municipalités qui sont réunis à Québec pour un colloque. Ils étaient parmi les opposants de ce projet qu'ils jugeaient centralisateur au cabinet du premier ministre. On n'a rien confirmé officiellement à La Presse sans infirmer l'histoire. Donc, vous pourrez lire cet article dans La Presse. On risque d'en apprendre un peu plus aujourd'hui, donc, sur l'annulation de ce régime forestier. Dans le Devoir de ce matin, Malenfant estime avoir été le bouc émissaire. Donc, on revient sur la commission Galland. Dans le rapport de la vérificatrice générale, tout est de ma faute, dit-il, au terme de 6 jours de son témoignage donc devant la commission. Karl Malenfant s'est dit convaincu que le rapport de la commission Galland va montrer que la vérificatrice générale du Québec a fait de lui à tort le bouc émissaire de ce que tous connaissent aujourd'hui comme le fiasco Saclic, article d'Amélie Pineda. On revient également sur l'efficacité de l'État, le gouvernement Legault qui en a fait un de ses chevaux de bataille. Le Parti québécois aussi, article de François Carabin, correspondant parlementaire du Devoir à Québec, qui nous dit que le ménage prévu par le gouvernement Legault dans la fonction publique se concrétise peu à peu. Une entreprise vue d'un bon œil par le chef péquiste Paul Saint-Pierre Plamondon, qui lui emboîtera le pas et en fera une priorité lors des prochains mois au Parlement. Donc, à lire dans le Devoir de ce matin. En une du Journal de Montréal, on nous raconte l'histoire triste d'une femme qui a attendu pendant 6 ans pour être opérée. Elle a dit que les délais avant son opération lui ont fait vivre l'enfer. Donc, c'est une femme qui avait un excédent de peau après une chirurgie bariatrique. Elle avait perdu 135 livres et aujourd'hui, elle est contente parce que l'opération fonctionnait, mais ça a pris 6 ans avant qu'elle ne puisse être opérée, une situation qu'elle dénonce. En une du Globe and Mail de ce matin, entre autres, on voit cette photo qui a un lien avec cette histoire de la Cour suprême qui accorde un sursis temporaire d'urgence à la ferme d'élevage d'autruches à Edgewood, en Colombie-Britannique. Donc, l'ordre d'abattage de l'Agence canadienne d'inspection des aliments, dont font l'objet environ 400 autruches depuis le 31 décembre 2024, est suspendu jusqu'à ce que la Cour prenne une décision au sujet de la demande d'autorisation d'appel des propriétaires. Photo donc des propriétaires en une du Globe and Mail qui revient sur cette histoire. Jean-Philippe Robillard se joint à nous à cette heure-ci. Bonjour Jean-Philippe. Bonjour Mathieu. On va revenir sur cette impasse dans les négociations avec les médecins, le gouvernement Legault. Le gouvernement qui a proposé un processus de médiation. La présidente du Conseil du Trésor, France-Hélène Duranceau, demande aux fédérations, en échange, de suspendre leurs moyens de pression. Oui, pour elle, c'est une condition pour que le processus de médiation puisse débuter. Elle veut que les médecins spécialistes, de même que les médecins de famille, Mathieu, cessent leurs moyens de pression, qu'ils recommencent, dans le fond, à enseigner aux étudiants en médecine. Elle veut aussi
dit, et ça plaira pas aux fédérations de médecins, que les principes du projet de loi 106 qui revoit, on le sait, la rémunération des médecins, qui lie dans le fond une partie de leur rémunération à certains indicateurs de performance, elle veut que ça soit maintenu. On écoute la présidente du Conseil du Trésor, France-Hélène Duranceau. J'ai rencontré les présidents des fédérations lundi. On a discuté, je les ai écoutés. Je leur ai aussi parlé avant de m'adresser à vous. Et s'il y a une chose qui est claire pour moi, c'est qu'autant du côté des médecins que du gouvernement, ce qu'on souhaite, c'est que les services aux citoyens, les services aux patients soient les meilleurs possibles. Puis c'est l'objectif des discussions qu'on a actuellement. Réaction des fédérations de médecins? À la Fédération des médecins omnipraticiens, on se dit ouvert à un processus de médiation suivi d'un arbitrage, si jamais il y avait impasse entre les parties. Mais pour la Fédération, ça suppose tout ça, ce processus-là, Mathieu, l'abandon du projet de loi 106. On écoute Benoît Eppel, il n'est pas de la Fédération, c'est pas un membre de la... En fait, c'est un membre de la Fédération, mais il n'est pas dans l'exécutif. C'est un médecin de famille de la région de Sherbrooke, suivi du président de la Fédération des médecins spécialistes, Vincent Oliva. La médiation serait quand même un début là, pour que les deux parties se rapprochent. Je pense que ça serait pas complètement fou. Parce qu'on pourrait dire très bien, là, on suspend même les négociations, on suspend même 106, là, puis on fait juste s'asseoir ensemble. Ne mettons pas la charrue avant les bœufs. Donnons-nous le temps de regarder comme il faut ce qu'il y a dans cette proposition. Au besoin, revenir à nos vis-à-vis pour bien comprendre. C'est sûr qu'on va explorer toutes les pistes possibles parce que nous, ce qu'on veut, c'est dénouer cette impasse au plus vite. Les médecins, je vous rappelle, j'en parlais tantôt, qui demandent l'abandon du projet de loi 106, là, comme je vous disais, qui lie une partie de leur rémunération à certains indicateurs de performance là, sur leur terrain. Et ça, ça ne plaît pas du tout aux médecins qui souhaitent que le gouvernement l'abandonne. Donc, il y a ce souhait d'abandon d'un côté. De l'autre côté, le gouvernement dit que les grands principes doivent être conservés. Donc, on verra comment dénouer cette impasse-là. En tout cas, le premier ministre, François Legault, lui, a haussé le ton, a montré des signes d'impatience. Oui, le premier ministre qui montre des signes d'impatience. On le sait, c'est pas la première fois qu'il le montre, qui a répété hier là, qu'il pourrait, que son gouvernement en fait pour imposer une loi spéciale s'il n'y a pas d'entente avec les médecins pour justement mettre fin aux moyens de pression. On écoute le premier ministre Legault. La loi 106, c'est pas une loi spéciale. Si jamais on en a besoin d'une, il y en aura une, parce qu'actuellement, on ne peut pas négocier avec nous-mêmes. Là, on dit, vous nous avez fait perdre tout l'été. Tout l'été, les deux syndicats de médecins ont refusé de venir négocier. Là, il est temps qu'ils viennent négocier. À un moment donné, assez, c'est assez. Alors, c'est clair, assez, c'est assez pour le premier ministre. À suivre. Merci beaucoup, Jean-Philippe. Merci, au revoir. Bonne journée. Julie-Jasmine Boudreau qui est de retour en studio pour les actualités culturelles. Donc, revenons sur cette décision d'Apple TV qui a reporté la diffusion d'une série qui devait commencer demain. Oui, exactement. Alors, ça s'appelle The Savant, la savante en français, avec Jessica Chastain, qui est dans le rôle d'une ancienne militaire qui va infiltrer un groupe de suprémacistes blancs. Ça va se faire en ligne. On veut bloquer des attentats terroristes internes. Alors, il s'est inspiré de faits réels, une enquête du magazine Cosmopolitan. Alors, ça devait être en ligne demain. Puis, on a repoussé sans grande explications de la part d'Apple TV+. Mais bon, on devine quand même là, qu'il y a des tensions politiques aux États-Unis, qu'il y a aussi l'assassinat de Charlie Kirk. On y va de prudence, c'est ce qu'on comprend. Et Jessica Chastain, non seulement elle joue le rôle principal, actrice oscarisée que vous connaissez probablement à la maison, mais elle produit également la série. Et elle n'a pas tardé hier en mi-journée à réagir. Elle a dit « J'aurais préféré que cette série-là ne soit pas aussi pertinente par rapport à ce qu'on vit en ce moment, mais malheureusement, elle l'est. » Puis elle écrit ça dans un très long message en disant « Je respecte la décision d'Apple, même si je suis plus ou moins d'accord avec elle, mais j'espère que le public pourra voir très rapidement cette série-là. » Donc, la savante de Savant, à savoir, évidemment, quand est-ce qu'on on n'a pas de date pour le moment où ça va être mis en ligne. Alors voilà, parce qu'on sait bien, là, c'est ça. Oui, contexte tendu aux États-Unis. On a vu ce qui s'est passé aussi à ABC. Avec Jimmy Kimmel. Oui, exactement. Je pense qu'on veut jouer de prudence probablement chez Apple, à voir à quel moment, si c'est effectivement reporté pas trop loin dans le temps. Parlez-moi maintenant de ce groupe montréalais qui va assurer la première partie des concerts de Billie Eilish aux États-Unis. Oui. Une belle opportunité de se faire voir et entendre, ça. Men I Trust, c'est un trio électro-pop planant qui roule sa bosse depuis à peu près 10 ans, à qui on a d'ailleurs confié la grande scène au Festival de
jazz en juillet dernier. Et c'est l'équipe de Billie Eilish qui les avait approchés. Il y avait eu des discussions là, pendant plusieurs mois. Puis là, finalement, il y a eu un petit trou dans l'horaire pour que ça puisse se concrétiser. Alors, c'est 6 spectacles à guichet fermé en Louisiane, en Oklahoma, au Texas. C'est en novembre prochain. Et d'ailleurs, en fin de semaine, là, par exemple, le groupe tourne dans le Midwest américain, puis ensuite, ils s'en vont en Europe. Et d'ailleurs, ils ont, on peut dire prolifique parce qu'ils ont lancé 2 albums cette année. Ça s'écoute très bien et vraiment une belle opportunité parce qu'on sait que parfois des premières parties comme ça dans des grandes tournées, ça peut changer la destinée d'un groupe. Ouais, un nouvel album maintenant pour Cœur de pirate qui sort demain. Oui, c'est un 7e album pour souligner aussi du même coup ses 18 ans de carrière. Ça s'appelle Cavale. C'est très énergique, c'est très dansant. Je dirais rythme, tambour battant. Puis c'est sûr qu'en filigrane, les thèmes sont quand même sombres. On parle d'anxiété qui lui pèse au quotidien. Je vais vous la faire entendre, puis aussi la musique qui l'accompagne. L'album parle beaucoup de la peur de ne plus exister. Évidemment, tout ce que je connais, c'est la musique. Tout ce que je connais, ça fait partie de mon existence. Là. Puis, de façon intrinsèque, mon impact sur les autres a un impact sur moi. Et donc, je me retrouve à vraiment être confrontée à ça dans cet album-là. Et si mes larmes deviennent la fin, qu'on lève vers à mon chagrin, de vivre l'ivresse de ta magie, des sorts lancés au fil des vies que tu es. C'est Cœur de pirate, on la reconnaît tout de suite. Ah oui, sa voix, mais le rythme, moi, je trouve que c'est très synthé, très années 80. Puis surtout, les premières chansons, je dirais, jusqu'à la mi de l'album. Alors, il y aura une série de spectacles à l'automne et j'en profite pour vous dire que dans ses actus, une de ses anciennes chansons, qui a 18 ans, donc qui était sur son premier album, qui s'appelle Corbeau, explose en ce moment sur les plateformes d'écoute parce qu'elle est dans la finale d'une saison qui s'appelle The Summer I Turned Pretty sur Prime Video. Alors, on dit que les chiffres ont bondi. Il y a à peu près 14 000 % d'écoute. 14 000 % d'augmentation, wow! Oui, aux États-Unis, bien sûr, parce que c'est une série américaine. Alors. Ouais. Il y a comme ça des fois des chansons qui ont existé même il y a des dizaines, vingtaines, trentaines d'années qui sont utilisées dans une effectivement série. Et là, ça redevient très populaire. Hey, parlez-moi rapidement des Journées de la culture demain. Oui. Ça commence. Oui, et la 10e chanson à l'école, ça, c'est un événement fort des Journées de la culture. Oui, moi, les enfants vont chanter demain à l'école. C'est ça. Ils vont chanter quoi? Du Saramé. Ça s'appelle Haut les cœurs. Alors, c'est fait pour s'élever. Tiens, quelques notes. Il y a de la magie derrière un sourire, comme une rose en pleine forêt. C'est beau de voir les enfants, d'entendre les enfants chanter comme ça à l'école, doivent l'apprendre avant, puis toute l'école se met à chanter, c'est enregistré dans certains cas. Bonne journée de la culture à partir de demain. Julie Jasmine, merci beaucoup et on va se reparler dans notre cas lundi. Oui. Au revoir, bonne fin de semaine. Bye bye. Voilà donc pour cette édition d'À la Une. Vos équipes du matin prennent le relais dans les prochaines secondes. Bonne journée.